Pardon. Et je vous rassure ou je vous inquiète, je n'ai aucune idée que ce n'est pas Claire qui m'a demandé de parler de l'accord UE-Turquie. C'est à la suite d'un travail, Jean l'a dit à l'introduction ce matin, c'est une coopération informelle, tout comme la coopération qui mène la Commission avec les pays tiers, et dont on a réfléchi vraiment, et il nous a semblé effectivement que l'accord UE-Turquie, et je dirais même, ce n'est même pas tellement l'accord UE-Turquie, c'est surtout tout ce qui se dessine, ce qui s'est dessiné, se dessine et se dessinera dorénavant à partir justement de cet accord UE-Turquie. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre dernier, le directeur de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile dans le 18e arrondissement de Paris, qui est géré par l'association France Terre d'Asile, a accordé une interview à Radio France Internationale à propos du processus de demande d'asile en France. Ce n'est pas évident, mais en même temps, je ne vais pas tenir le micro. Bon. À la question de ces journalistes sur l'évolution des flux migratoires depuis 2 ou 3 dernières années, donc à Paris, il répond, je cite, « Le flux migratoire a évolué parce qu'il a changé de nature. Nous avions une forte proportion des gens originaires d'Afrique de l'Ouest, une proportion qui diminue, mais ce n'est peut-être pas un phénomène parisien. Et cela s'est fait au profit des Afghans. Il y a eu une baisse de la demande, sans doute liée aux accords internationaux avec la Turquie, pour le blocage des flux venant de l'Est. » Puis, à la question du journaliste, par rapport à 4-5 ans en arrière, est-ce que vous recevez davantage de demandes ou bien est-ce l'inverse? Il répond, nous recevons moins de demandes grâce aux accords avec la Turquie et aux accords qui sont passés avec les groupes libyens. Bon, sur le plan moral, c'est une autre question, mais sur le plan de l'efficacité, ça va mieux. Voilà, ce constat d'efficacité est largement partagé par les institutions européennes. La Commission européenne, dans une communication qui a rendu publique le 7 juin 2016, a affirmé ceci à propos de cet accord avec la Turquie. Je cite à nouveau. La mise en œuvre de cette déclaration, y compris en ce qui concerne la réadmission de tous les ressortissants des pays tiers arrivant dans l'Union européenne, a eu un effet immédiat sur les traversées des migrants de la Turquie, entre la Turquie et la Grèce. Chaque pays est différent et la déclaration UE-Turquie est le reflet d'une situation particulière, mais ces éléments peuvent être une source d'inspiration pour la coopération avec d'autres pays tiers clés et mettre en lumière les grands leviers qu'il convient d'actionner. Il me semble donc qu'ici, la Commission fixe le cap. L'accord UE-Turquie a produit, selon la Commission européenne, les résultats escomptés, tarir le flux, et comme disait Ségolène, ce n'est pas mes propos, mais ce sont ceux de la Commission européenne. Il faut dorénavant travailler donc sur les mêmes bases avec d'autres pays d'où proviennent les personnes migrantes. Avant de rentrer quand même dans cette stratégie de l'Union européenne avec les pays dits tiers, nous vous proposons de nous arrêter quelques instants sur le contexte qui était celui de la période de l'adoption de cet accord UE-Turquie et de regarder rapidement son contenu. Au plus fort de ce qu'on a appelé, mal nommé, la crise des réfugiés, face à l'échec de la politique de relocalisation dont on a parlé ce matin et dont tu as parlé un petit peu, à partir des hotspots grecs et italiens, la réintroduction des contrôles des contrôles aux frontières internes de la part de certains pays Schengen, une autre perspective s'ouvre à l'Union européenne. Ce sont les négociations avec la Turquie, pays qui, comme vous le savez, à l'époque, en 2015, accueillait déjà plus de 3 millions de personnes, notamment des Syriens, et d'où proviennent la plupart des personnes qui arrivent sur les îles grecques. La Turquie n'est pas un partenaire comme un autre. Elle est engagée de longue date dans un accord d'adhésion à l'Union européenne et signataire d'un des plus vieux accords d'association avec l'ancienne communauté européenne. Elle dispose par ailleurs d'un atout majeur qui est celui de la gestion des flux migratoires qui sont présents sur son sol. Comme à l'époque de Kadhafi en Libye en 2004, Erdogan connaît parfaitement sa position de force
face à une Europe qui est prête à tout pour maintenir à distance les milliers de personnes qui sont à la recherche de protection. Cela lui permet en même temps de mener une répression aveugle contre les Kurdes, contre les journalistes, contre les avocats et avocates, contre les enseignants et enseignantes, contre les magistrats et magistrates, sans que les représentants politiques de l'Union et de ses États membres ne s'en émeuvent guère. Quel est le contenu de cet accord rendu public par un communiqué de presse le 20 mars 2016 ? Je pense que vous vous rappelez, mais quand même, il ne me semble pas inutile d'y revenir quelques instants. Ce sont 5 points principaux. Tout d'abord, le renvoi en Turquie de toutes les personnes qui sont en situation irrégulière en provenance de ces pays y arrivant sur les îles grecques à partir du 20 mars 2016. Deuxièmement, ces personnes peuvent déposer une demande d'asile qui sera enregistrée et examinée par les autorités grecques. Et si la demande d'asile est jugée irrécevable ou infondée, car la Turquie va être considérée comme un pays tiers sûr ou premier pays d'asile, est clair à donner les définitions de ces notions. Et Et donc ces personnes peuvent déposer une demande d'asile, mais cette demande d'asile peut être déclarée irrécevable ou infondée sur la base de ces notions. Troisièmement, pour chaque Syrien renvoyé en Turquie depuis la Grèce, un autre Syrien présent en Turquie sera réinstallé dans un pays de l'Union européenne. C'est un peu aussi ce que tu as expliqué, Marion. Quatrièmement, la Turquie prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que de nouvelles routes migratoires irrégulières, maritimes ou terrestres, ne s'ouvrent au départ de son territoire et en direction de l'Union européenne. Et cinquièmement, en contrepartie, la Turquie obtient d'abord 3 milliards d'euros pour la période 2016-2017 et ensuite 3 milliards d'euros supplémentaires pour la période 2018-2019 au titre du programme des facilités en faveur de réfugiés présents sur son sol. De plus, il devait avoir une accélération dans les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et une libéralisation des régimes de visa à l'égard des nationaux turcs. Quel est le bilan aujourd'hui de cet accord? Selon les chiffres donnés par le HCR au 31 décembre 2018, donc c'est vraiment des chiffres, tout derniers chiffres, ce sont 1806 personnes qui ont été renvoyées depuis la Grèce vers la Turquie, dont la majorité pakistanais, 703, ensuite syriens, algériens et après d'autres nationalités telles que les Afghans, Irakiens, Marocains, etc., etc. Quant au programme de facilités en faveur des réfugiés, la Cour des comptes européenne a rendu un rapport le 13 novembre dernier dans lequel elle estime que si bien les fonds financiers qui ont été accordés ont permis de subvenir aux besoins fondamentaux des personnes concernées, des améliorations doivent être apportées car la moitié des programmes financés lors de la première étape, c'est-à-dire les 3 premiers milliards d'euros, n'avaient pas encore produit tous les effets attendus, c'est-à-dire c'est la scolarisation des enfants, l'accès au travail, l'hébergement, l'accès à la santé, etc. Alors, il nous semble que par cet accord, effectivement, l'Union européenne s'approche du modèle australien, et Laurence a bien expliqué ce matin en quoi consiste ce modèle australien. Et il nous semble que l'Union européenne s'en approche non seulement par le mécanisme qui est présent dans la politique australienne, mais elle s'en approche également par les conséquences que cette action, cet accord a sur les droits des personnes. Et à cet effet, dans le dossier, il y a un article de presse qui est très bref, mais qui est assez parlant justement de quelles sont les conséquences justement de cette action de l'Australie sur les droits des personnes. Vous trouvez ça, l'article qui s'intitule « Immigration, l'Australie, si loin, si proche de l'ignominie » de Thomas Lemayeux, paru dans l'Humanité le 1er août 2018. Mais tout de même, pour nous, est-ce que cet accord constitue pour autant un modèle dans l'action de l'UE dans les champs de sa dimension extérieure, c'est-à-dire de l'externalisation? Il me semble que si nous ne pouvons pas tout à fait parler de modèle, stricto sensu, l'accord Union européenne-Turquie marque tout de même un tournant incontestable, un tournant à la fois
du point de vue du cadre juridique des accords passés avec les pays partenaires, tout d'abord, mais aussi, et cet accord marque un tournant incontournable sur les conséquences que cette action porte sur les droits fondamentaux des personnes concernées. Donc, tout d'abord, ce qui concerne, le premier tournant de cet accord Union européenne-Turquie concernant le cadre juridique des accords avec le pays dits tiers. Le dialogue entre l'Union européenne et ses partenaires vraiment n'est absolument pas nouveau et nombreuses sont les enceintes qui ont été créées à cette fin, que ce soit dans les domaines économiques, commerciaux et bien évidemment migratoires, les uns s'entremêlant aussi avec les autres. On peut penser d'abord au processus de Barcelone à partir de 1995, au sein duquel ont été renégociés les accords euro-méditerranéens d'association, notamment avec les pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, mais également avec l'Égypte et la Jordanie, qui tous, de ces accords euro-méditerranéens d'association, contiennent des clauses migratoires par lesquelles les États parties s'engagent à développer une coopération mutuelle en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, l'obligation de réadmission et d'éventuelles mesures de facilitation des circulations et des séjours des ressortissants des États parties de manière régulière. On peut penser également à l'accord de Cotonou dans l'année 2000, qui est un accord de partenariat économique entre l'Union européenne, les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui comprend aussi une clause sur les migrations, c'est le fameux article 13, qui fixe un cadre de dialogue approfondi sur le traitement équitable des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États parties et sur les droits des travailleurs séjournant aussi légalement sur le territoire des pays partenaires. Il figure également une clause de réadmission par laquelle chaque État s'engage à accepter le retour et la réadmission de ses propres ressortissants irrégulièrement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne. En 2005, les chefs d'État des pays membres de l'Union européenne adoptent ce qu'on appelle l'approche globale des migrations, au sein duquel de nouveaux cadres de dialogue avec des pays tiers et dans des régions géographiques différentes vont encore être créés. On pense donc au processus de Rabat en 2006, qui réunit 58 pays de l'Union européenne et de la CEDEAO, le processus de Prague en 2009, qui réunit l'Union européenne et 19 partenaires pays de l'Est. On parle également du dialogue sur la migration entre l'Union européenne et la communauté des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes en 2009, le cadre de coopération avec les partenaires de l'Est en matière d'immigration et d'asile, et sont concernés l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, et le processus de Khartoum en 2014, qui se veut un cadre de dialogue et de coopération avec les pays d'origine, des transits et des destinations tout au long de la route migratoire des pays du Corne de l'Afrique. Vous voyez que ça couvre vraiment quasiment le monde entier. Ces cadres globaux n'empêchent pas l'individualisation des négociations avec certains pays selon les priorités fixées par les acteurs politiques de l'Union. Bien sûr, parmi ces priorités se trouve celle de la réadmission, à la fois des nationaux, mais surtout, je dirais, aussi de toute personne ayant transité par le pays appelé requis. De la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, l'Union européenne a signé 17 accords formels de réadmission, et le dernier étant celui justement entre l'Union européenne et la Turquie, le 14 avril 2014. Les négociations qui ont été longues pour certains et réalisées dans une totale opacité, quelque chose qui avait déjà soulevé Hélène dans son introduction, ont permis d'aboutir à des résultats différents, reflétant ainsi le poids de chaque pays partenaire, notamment quant aux obligations concernant la réadmission des ressortissants de pays tiers, les moyens de preuve, les délais de réponse, etc. Toutefois, dans le cas précis de la Turquie, on voit que seulement 2 ans après l'entrée en vigueur de l'accord de réadmission UE-Turquie du 14 avril 2014,
L'Union européenne, par cet accord en 2016, décide de sortir de tout cadre juridique institutionnel pour arriver à un accord qui prévoit des engagements précis, comme on a pu le voir dans les 5 points, et très précis de la part des deux parties. Donc on passe d'un accord qui se veut plus ou moins formel, et publié au journal officiel, écrit, connu, à un accord qui n'est connu finalement qu'à travers un communiqué de presse. C'est alors, il me semble, que l'Union européenne franchit le Rubicon. J'espère avoir utilisé à bon escient cette expression. Et franchit le Rubicon, en tout cas, vraiment je le pense, parce que ici, justement, à travers l'accord Union européenne-Turquie, l'Union européenne sort et passe à la désinformalisation des relations avec les pays tiers, tendance que certes on avait déjà connue, mais que malgré tout restait quelque peu marginale au sein de l'action ou de la dimension extérieure de l'Union européenne avec les pays tiers. Alors, quelques mois plus tard, avec le sommet de La Valette en décembre 2015, je pense qu'ici, nous, toutes et tous, avons entendu ce sommet de La Valette, une rencontre entre les pays de l'Union européenne, les pays de l'Afrique et les représentants de l'Union européenne et les représentants de l'Union africaine. Et quelques mois plus tard, donc, cet événement, la Commission, en juin 2016, à travers ce document dont j'ai déjà fait référence du 7 juin, annonce la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers, toujours dans le cadre de l'agenda européen des migrations. Dans cette communication du 7 juin 2016, la Commission dit ceci. Il convient d'intégrer des mesures incitatives, tant positives que négatives, dans la politique de développement de l'Union européenne, en récompensant les pays se conformant à leur obligation internationale de réadmettre leurs propres ressortissants, les pays qui coopèrent dans la gestion des flux des migrants en situation irrégulière venant des pays tiers et les pays qui prennent des mesures pour héberger comme il se doit. Encore faut-il se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que l'Union européenne a comme norme d'hébergement comme il se doit. Non, pardon, je recommence la citation. Enfin, non, je continue. Les pays qui prennent des mesures pour héberger comme il se doit les personnes fuyant les conflits et persécutions, ceux qui ne coopèrent pas en matière de réadmission et de retour, doivent également en payer les conséquences. Ce document se veut une stratégie politique qui expose effectivement les contours d'une coopération renforcée avec les pays d'origine, des transits et des destinations, et en mobilisant cette fois-ci tous les moyens qui sont à disposition de l'Union européenne. Et quand je dis tous les moyens, ce sont tous les moyens. À la fois des moyens humains, à la fois des ressources financières, et Dieu sait s'il y a au moins 18 fonds européens qui sont consacrés entièrement maintenant à la coopération avec les pays tiers. Et bien évidemment, vient ici jouer toute la politique de coopération commerciale, économique et d'énergie, et bien évidemment la politique de l'aide au développement. Fidèle donc à la philosophie de l'Union européenne en matière de migration depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, même avant, son but est clair: réduire les flux migratoires illégaux ou irréguliers, accroître le taux de retour. Et la priorité est donnée, il faut organiser des retours rapides et efficaces, et pour cela, on va faire appel à ce que déjà Hélène a évoqué ce matin, on va faire appel à la coopération opérationnelle. Et effectivement, je rejoins tout à fait Hélène quand elle dit les mots dans le cadre de l'externalisation sont très importants. On parle ici de coopération opérationnelle, qui n'est rien d'autre, finalement, que des arrangements informels avec les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, au lieu de se lancer dans de longues et incertaines négociations en matière de réadmission. Depuis lors, s'est engagé au sein des instances européennes et de la part de certains États membres de l'Union un processus tout azimut d'échanges diplomatiques, de développement de projets dédiés tous, quasiment tous, au contrôle migratoire et ensuite au suivi des avancées. Alors,
Nombreux sont les exemples, justement, des pays qui sont concernés par ce type de tractation. Mais je crois qu'on peut parler ici de deux qui me semblent, en tout cas, et je pense qu'ils vous semblent également assez emblématiques. D'abord le Niger et ensuite la Libye. Quant au Niger, la Commission le présente comme un partenaire proactif et constructif. Toute une série de mesures ont été prises effectivement par les autorités nigériennes pour renforcer la gestion des frontières et la lutte contre l'immigration dite clandestine. Je vous rappelle que le 26 mai 2015 a été adoptée la loi relative au trafic illicite de migrants, censée protéger les personnes des passeurs et sauver des vies lors de traversées dangereuses à travers le désert du Sahara. Néanmoins, les effets ont été tout autres. À ce titre, je vais citer, parce qu'ils sont très parlants, les propos du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, Felipe González Morales, lors de sa visite au Niger qu'il a effectuée entre le 1er et le 8 octobre 2018. Il affirme « L'application de la loi a entraîné une interdiction de facto de tout déplacement au nord d'Agadez, par exemple en violation de la liberté de circulation des ressortissants de la CEDEAO. En outre, le manque de clarté de la loi et sa mise en œuvre en tant que mesure répressive, au lieu d'être une mesure de protection, ont abouti à la criminalisation de toutes les migrations et ont poussé les migrants à se cacher, ce qui les rend plus vulnérables aux abus et aux violations des droits de l'homme. Au cours de ma visite à Agadez, vous avez compris, ce n'est pas la mienne, c'est celle de M. González Morales, j'ai entendu parler des personnes migrantes, y compris des enfants migrants non accompagnés, qui vivent dans des conditions déplorables, dans des ghettos. Ils n'osent sortir que la nuit parce qu'ils sont parfois arrêtés par la police dans la rue, perquisitionnés à leur domicile et arrêtés arbitrairement avant d'être relâchés au bout de quelques jours, souvent en échange d'un pot de vin. L'accès à la nourriture, au logement et à la santé est extrêmement difficile pour eux, bien que quelques ONG tentent de les aider en matière de soins et de santé. C'est vers également le Niger qui sont adressées les personnes rapatriées ou exfiltrées, comme a dit Marion, depuis la Libye par le HCR, d'où le rôle extrêmement important qui joue le HCR dans cette question de l'externalisation, dans l'attente d'une hypothétique réinstallation pour les personnes qui sont considérées comme éligibles à la protection internationale, et dans l'attente aussi de la part de l'OIM d'une proposition d'aide au retour volontaire. Et je mets bien, entre guillemets, volontaire. C'est vers le Niger encore qui sont renvoyés les migrants qui sont expulsés depuis l'Algérie, où les non-nigériens se voient également proposer cette aide au retour volontaire. On peut lire dans Le Monde toute une série d'articles publiés à partir du 9 janvier 2018, et on va voir l'auteur de ces articles-là dans quelques instants, Julia Pasquale, qui démontre que pendant l'année 2018, ce sont 25 000 personnes qui ont été originaires de l'Afrique de l'Ouest, qui ont été expulsées depuis l'Algérie vers le Niger. Quant à la Libye, il me semble que nous avons ici toutes et tous aussi entendu les horaires que vivent les personnes migrantes, où la détention, les mauvais traitements, les tortures, l'esclavage sont monnaie courante, qualifiés par ailleurs des crimes contre l'humanité. Et vous avez reconnu l'auteur de cette phrase. Le 4 décembre dernier, donc en 2018, la Commission européenne publie à nouveau un document, cette fois-ci sur les progrès réalisés dans le cadre de l'agenda européen en matière de migration et donc des progrès réalisés dans le cadre des pactes proposés en 2016. Comme il fallait s'y attendre, ce contexte de violation systémique des droits des personnes migrantes, malgré ces contextes de violation systémique des droits des personnes migrantes, la Commission dit: c'est une approche qui a produit des résultats clairs, notamment le long de la Méditerranée centrale. Les flux migratoires ont diminué de 80% environ et plus de 40 000 personnes ont regagné volontairement leur pays depuis la Libye et le Niger ces 2 dernières années. Outre les personnes qui ont bénéficié d'une mesure de réinstallation depuis le Niger,
outre les personnes qui ont bénéficié d'une mesure de réinstallation depuis le Niger et la Libye. En plus, un autre outil, la formation des gardes-côtes libyens. Le HCR estime que depuis le début 2018, à la fin novembre, les gardes-côtes ont intercepté 14 795 migrants. La Commission dit que, effectivement, outre les 17 accords formels de réadmission, il y avait eu la négociation et l'adoption des 6 dispositifs de réadmission. On n'utilise plus les termes accord, mais dispositifs de réadmission ou coopération opérationnelle avec l'Afghanistan, la Guinée, le Bangladesh, l'Éthiopie, la Gambie et le Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, il n'est alors surprenant que malgré les rapports des ONG, des autorités indépendantes, des rapporteurs de droits de l'homme, les témoignages de personnes concernées, les institutions européennes soient scandaleusement silencieuses sur les violations multiples et systémiques des droits fondamentaux des migrants. Alors, nous aurions pu attendre que cette fois-ci, ce soit l'autorité judiciaire qui vient jouer un rôle pour y mettre fin, au nom des principes qui constituent le socle de l'Union européenne, puisqu'on peut lire à l'article 2 du traité sur l'Union européenne la chose suivante. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, des libertés, des démocraties, d'égalité, d'état de droit, ainsi que des respects des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Malheureusement, rien n'était moins sûr et les décisions qui ont été rendues tant par le tribunal de l'Union européenne que par la Cour de justice de l'Union européenne sont venues le confirmer. Et c'est cette deuxième partie, c'est le deuxième tournant qui représente cet accord Union européenne-Turquie, c'est le tournant sur les conséquences sur les droits fondamentaux des personnes migrantes. D'une part, on a pu constater ce matin les difficultés pour les personnes concernées par la réinstallation de faire valoir leurs droits. Que faire en cas de refus des demandes d'asile? Il n'y a pas de décision notifiée, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de recours, etc. Je vous rappelle qu'à la suite de l'accord Union européenne-Turquie, la Grèce a adopté le 3 avril 2016 une loi qui a introduit dans la législation grecque les notions de pays tiers sûrs et de premiers pays d'asile, en prévoyant des procédures accélérées justement pour l'examen de ces demandes d'asile. Si bien les comités de recours qui ont été créés aussi par la loi et ont invalidé parfois les décisions déclarant l'irrecevabilité de ces demandes d'asile, la haute juridiction administrative grecque, le Conseil d'État grec, a rendu 2 décisions le 20 septembre 2017 par lesquelles le Conseil d'État grec estime que la Turquie est bien et bel un pays tiers sûr. Fermez le bain. En plus, à la suite d'un recours qui a été formé, ou de 2, parce qu'il y avait 3 personnes, de recours qui ont été formés par 3 personnes de nationalité afghane et pakistanais et qui sont entrées en Grèce en mars 2016 depuis la Turquie. Ils ont déposé une demande d'asile, mais afin d'éviter le refoulement vers la Turquie, ils sont contestés devant le tribunal de l'Union européenne, qui est une juridiction de première instance, et la légalité de cet accord. Vous avez des extraits de la décision qui a été rendue par le tribunal de l'Union européenne en date du 28 février 2017. Et à ce moment, le tribunal de l'Union européenne s'est déclaré incompétent, c'est-à-dire que le tribunal n'a pas dit si ne s'est absolument pas prononcé sur la légalité ou illégalité, sur la conformité ou inconformité des principes prévus dans l'accord UE-Turquie à l'égard des textes de droit de l'Union et même au-delà de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'est déclaré incompétent parce qu'il a considéré que cet accord, bien que conclu par le Conseil européen, il n'avait pas été conclu par le Conseil européen, mais par les chefs d'État ou de gouvernement des États membres.
Le tribunal dit, le communiqué de presse du 18 mars 2016, c'est la déclaration UE-Turquie dont vous avez un exemplaire dans votre dossier, qui faisait bien référence à l'UE et aux membres du Conseil européen et décrit donc par le tribunal comme ayant des termes regrettablement ambigus. Le tribunal estime que ces sommets européens organisés le 17 et le 18 mars 2016 étaient en réalité un ensemble de deux événements distincts. D'une part, une session du Conseil européen et d'autre part, ensuite, un sommet international avec la Turquie. Pour des raisons, et ça c'est, je les cite parce que c'est vraiment le comble de l'ignominie, on prononce bien, bon, et je les cite, et pour des raisons, pardon, je l'ai perdu, pour des raisons de coût, de sécurité et d'efficacité, les réunions avaient été tenues au même endroit. Le tribunal avait considéré donc qu'en pratique, les États membres avaient confié au président du Conseil une simple tâche de représentation et de coordination des négociations, alors que le président de la Commission était présent lors des négociations afin d'assurer la continuité du dialogue politique. Bon, on aurait pu ensuite espérer que la Cour de justice, et je vais finir vraiment, aurait pu se prononcer autrement. Et je ne sais pas lesquelles des décisions est les plus dans l'ignominie des deux. En fait, la Cour de justice a rejeté les pourvoirs car elle a estimé que les pourvoirs, donc le recours qui ont été introduits contre l'ordonnance du tribunal, se limitent à des affirmations générales en méconnaissance du droit de l'Union. La Cour dit « Ils ne font que renvoyer aux arguments qui avaient été soumis au tribunal sans apporter d'éléments juridiques supplémentaires. Or, il est des jurisprudences constantes de la Cour qu'elle n'est pas compétente pour effectuer un simple réexamen des arguments présentés devant le tribunal. » On peut se demander quel est le niveau des particularités requis pour qu'un pourvoi devant la Cour soit bel et bien recevable. En attendant d'avoir davantage d'informations ou d'éléments des réponses de la Cour qu'elle n'a pas donné, en tout cas ici, s'agissant de ces cas précis, on peut citer un commentateur de cette décision, qui dit la chose suivante. La question d'un éventuel comportement stratégique des juges peut légitimement se poser. Un pourvoi devant la Cour laissera une ample marge rhétorique aux juges qui souhaiteraient représenter une requête comme insuffisamment structurée ou trop peu détaillée, ou de la représenter alternativement comme suffisamment étayée pour être recevable. Vu l'enjeu social et politique surtout de cette affaire, on peut aisément s'imaginer qu'une aile conservatrice de la Cour ait pu chercher à éviter de remettre en question l'accord UE-Turquie et que la stratégie qui attirerait le moins d'attention à cette fin a été la voie des sorties procédurales. Plutôt qu'un cadre réglementaire clair et circonscrit, on peut dès lors considérer que les règlements de procédure de la Cour offrent encore des ressources considérables pour de divers stratagèmes juridiques. Merci.